Donc ça marche pas. Je me branche. Hop. Pourtant, donc dans SAC, Stellaire et compagnie, dans l'Iden Sachs et tout ça, bon. Vous avez simplement un modèle où vous avez des gros atomes et des petits atomes. Alors ça a son importance parce que sinon vous n'avez rien du tout qui se passe, parce qu'à un moment vous avez des équations qui font intervenir les deux. Et quand vous regardez la quantité du mouvement, donc ça je vous laisse faire chez vous, vous obtenez les équations suivantes qui sont simplement que moins petit m a oméga carré est égal à moins bêta 2a cosinus oméga t moins bêta cosinus oméga t moins a cosinus oméga t plus e. Bon, ça je vous fais la même chose pour la grosse masse, etc. Donc ça je vous laisse faire. La seule chose importante, faites attention au signe ici, parce que si vous ne trouvez pas le bon signe, après vous trouvez des bêtises. D'accord ? Donc si à la suite de l'exercice vous trouvez des choses aberrantes, c'est sûrement que vous êtes trompé sur le signe. Ok ? Donc faites gaffe à ce signe-là. Donc une fois que vous avez trouvé tout ça, bon ça vous savez comment on traite ça, donc vous avez ensuite, vous mettez, les cosinus vont se supprimer, évidemment j'ai oublié les cosinus là-haut, évidemment vous avez remarqué qu'il me manque ici le cosinus, d'accord, puis ici le cosinus, donc j'avais dit que je ne faisais pas de faute, ça commence bien. Donc vous en tirez immédiatement qu'une fois que vous avez simplifié les cosinus, que A est égal à 2 bêta sur m oméga carré, facteur de A moins B, plus EE, et vous avez B qui est égal à 2 bêta sur M oméga carré, facteur de B moins A moins E. Et en fait, c'est là que si vous êtes trompé sur ce signe-là, vous allez trouver un signe différent ici, et c'est ça qui vous embêtera dans la suite. D'accord ? Donc si quand vous résolvez cette équation, si ça merde, c'est que vous êtes sûrement trompé dans le signe là-haut. Donc pas de panique, vous remerciez le bon signe. Alors, une fois que vous faites ça, vous faites simplement 1 moins 2. Et nous, ce qu'on cherche, parce que vous allez voir qu'en fait, ce qu'on cherche après, évidemment, le problème de ces exercices, c'est un peu ce qu'on discutait hier, c'est qu'on ne vous dit jamais où c'est qu'on veut aller. Donc, le but de ce calcul, c'est simplement de calculer la polarisation qu'on va obtenir ici. Et pour calculer la polarisation, il faut la charge fois la distance. D'accord ? Donc, la distance, on est en train de la calculer, ça. D'accord ? C'est ce qu'on est en train de faire ici. Donc, on a la charge, on va calculer la distance, on aura la polarisation. Okay. Donc, quand vous faites ça, vous avez la différence A moins B, ici qui apparaît, et vous trouvez que c'est égal à 2 bêta sur oméga au carré, facteur de A moins B sur petit m, moins B moins A, donc on va faire plus A moins B sur grand M, plus, alors il manquait aussi un grand M quelque part, non c'est bon, il n'y avait pas un grand M qui traînait quelque part. Si, là il y a un petit m qui traîne ici. Il y a un grand m qui traîne. Il y a un grand m qui traîne ici. Plus E grand E, facteur de 1 sur petit m, moins 1 sur grand m. Plus 1 sur grand m, pardon. En fait, là, on va tout mettre en facteur. Donc, on va définir une masse réduite. Si 1 sur m étoile est égal à 1 sur grand M plus 1 sur petit m. Alors vous passez ça de l'autre côté et vous trouvez de façon immédiate que A moins B facteur de 1 moins 2 bêta sur oméga facteur de 1 sur m star est égal à 1 sur E fois sur m star fois E.
Et normalement, ça doit être bon. Si mes méga il est carré là. Voilà. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Ouais, ça m'a l'air correct ça. Et donc vous trouvez à la fin ce qui vous intéresse, c'est-à-dire A moins B est égal à E grand E sur M star fois 1 sur oméga carré moins 2 bêta sur oméga carré fois sur grand M sur petit M star. Voilà, donc ça, ce qu'on a calculé pour l'instant, c'est simplement l'amplitude A moins B. C'est-à-dire que je vous rappelle que A moins B, c'est les préfacteurs du cosinus qu'il y a là pour la petite masse et la grande masse. Donc c'est essentiellement l'amplitude de vibration ici et l'amplitude de vibration ici. D'accord? Donc en gros, la question maintenant, on peut calculer la polarisation, sachant que la polarisation, on va dire que c'est simplement la charge fois l'amplitude de vibration de la petite masse moins l'amplitude de vibration de la grande masse. Donc c'est exactement ça qui nous intéresse pour avoir la polarisation. Ok? Donc maintenant, on peut avoir la polarisation de notre truc. Alors, ce que vous voyez quand même, c'est que oui, petit truc intéressant, c'est que si vous aviez les mêmes masses, ça ne marcherait pas. Parce que si vous aviez les mêmes masses, et elles oscilleraient avec la même amplitude. Il n'y aurait aucune raison qu'il y en ait une qui oscille avec une amplitude différente de l'autre. Donc si vous aviez les mêmes masses, ce truc-là serait égal à 0. D'accord? Alors ça, vous le voyez normalement par là travers. Vous auriez normalement un truc qui tend vers 0. Donc ça serait par ici que vous auriez 1 sur m ou 1 sur m qui tendrait vers 0 normalement. D'accord? Ce serait là que vous auriez un 0 qui se promènerait. Bien, donc... Donc ce qu'on va écrire simplement, c'est... Bon, alors, le moment dipolaire, c'est essentiellement une charge fois une longueur. Donc, de toute façon, il y a une charge, il y a une longueur, on va dire que c'est un moment dipolaire. Et comme on a n moments dipolaires, on va multiplier ça par n et on va se dire que c'est pas trop con d'écrire ça. Ça, c'est oméga carré fois m star. Ouais, c'est qu'on n'a pas la même notation. Ok. Oui, le oméga carré. Mais attendez, oméga carré... alors attendez, 1 moins 2 bêta oméga carré. Ah oui, non, mais à un moment, j'ai fait un petit jeu de factorisation, là, faites gaffe. Oméga carré, je l'ai remonté là-haut. Ouais, parce que c'est pour ça que là, il disparaît. Je l'ai remonté là-haut, faites gaffe. Ouais. Et là, il disparaît, en fait. Celui-là, il n'y est plus. Et du coup, il doit être au-dessus... Comment, qu'est-ce que j'en ai fait de ce oméga carré? Ouais, mais attendez, comment il passe? Comment je l'ai remonté ce oméga carré? C'est ça que. Ouais. Ah, attendez, je l'ai remonté en haut, mais... Oui, non, mais attendez, il simplifie sur un truc, l'oméga carré, parce que quand vous faites A moins B... Alors, attendez, A moins B égale 2 bêta moins B égale A moins B M oméga carré. Ouais, si, mais regardez. L'astuce, c'est que regardez ce qu'on a oublié là. Là, regardez. Regardez ce qu'on a oublié depuis le début. Et oui, parce qu'il y avait un A oméga carré ici, on a divisé par oméga carré. On a oublié de diviser le E par oméga carré aussi. Donc en fait, vous avez ici un E sur oméga carré. Et donc quand vous le repassez en haut, vous avez bien EE sur M star qui arrive là. D'accord?
Et donc ça marche. D'accord, là il est encore sur oméga carré. Maintenant quand je le passe en haut, il va simplifier avec celui du EE. Et du coup ça marche. Maintenant, les fautes étant toutes remises dans le bon sens, maintenant, étape suivante, on va pouvoir calculer maintenant le moment dipolaire. Bien sûr. Donc, le calcul de P, on va dire simplement que P, c'est N fois E fois AB. Voilà. Puis on va dire que ça marche bien comme ça. Donc on remet ça, hein, c'est pas compliqué, et on obtient comme moment dipolaire N fois E, et puis fois la distance qu'on vient de calculer. Donc c'est pas compliqué, on vient de calculer ça. C'est E fois E sur M star fois 1 sur oméga carré moins 2 bêta sur M star. Ok ? Ça, c'est ce qu'on vient de calculer à la ligne d'avant. Non ? Si. EE. C'est juste ce qu'on vient de calculer à la ligne d'avant, ça. Non, une faute. Mais il y a pas un oméga carré. Où ça ? Enfin, j'ai. Ok, c'est bon. Alors en fait, comme notation, il suggère d'appeler ça oméga t. Alors on verra pour ça parce que c'est là. C'est une fréquence particulière, celle-là. Et donc on obtient que P est égal à NE carré sur M star, facteur de 1 sur oméga carré moins oméga t carré. Alors ce genre d'équation, vous allez le trouver 10 000 fois dans ce genre de problème parce que c'est le genre d'équation qui vous donne une divergence en oméga t qui est typique de ce genre de truc. C'est-à-dire quand vous envoyez une onde à une fréquence qui est caractéristique du métal, et bien vous avez une jolie divergence qui apparaît. D'accord ? Puisque oméga t, c'est 2 bêta sur m star. Donc en fait, si vous regardez, c'est la fréquence propre de la chaîne de ressort. Si elle était libre, vous obtiendrez une oscillation à 2 bêta sur m star. D'accord ? Donc en fait, vous couplez l'onde à cette onde-là et vrop, ça va se propager d'un coup. Okay. Donc c'est assez logique, si vous tapez à la bonne fréquence, ça se met à se propager à la surface. Bon. Bon, je sais pas, il a disparu dans quelque part. Ouais, il a dû disparaître, on va dire qu'il est là. Ouais, on dit que c'est proportionnel. Ah voilà, vous avez raison, c'est proportionnel. Ah. Hop, hop, voilà. Hop, et il est là, mon grand. Voilà. C'est quoi ça? Ah oui, c'est mon téléphone que j'arrive pas à arrêter, je suis désolé. En fait, c'est pas le mien, c'est celui de mon fils, il me l'a donné, je sais pas qui c'est. Je crois qu'on l'arrête comme ça, mais je suis pas bien sûr. Bon, j'ai baissé le son, je crois que ça marche aussi. Mais j'arrive pas à le mettre en marche là. En fait, mon iPhone, il est passé au lave-linge, donc il a pas aimé, ouais. Et du coup, mais je sais plus comment on a, je sais pas ce qu'on fait à ce truc-là, donc. Ouais, mais c'est cher les iPhones, en fait, c'est un peu le problème, quoi. Bon, je mets le son à 0, déjà, ce sera ça. Bon, on en est là. Maintenant, on va chercher d'autres coefficients. Alors, le epsilon S, le epsilon machin, bon, c'est tout ce qu'on vous demande de chercher. C'est toujours un peu la même chose, hein, parce qu'on vous demande toujours de chercher les modes de ce truc-là selon différents modèles. Celui-là, l'intérêt, c'est qu'il met bien en évidence qu'en fait, ce qu'on regarde, c'est le couplage au mode propre de la chaîne d'atomes. Donc ça, c'est l'intérêt de ce modèle, c'est qu'il montre bien qu'en fait, le problème, c'est quand on rentre dans un solide, ben, il y a aussi les modes propres du solide, et il faut regarder comment ça se couple avec ça. D'accord. Donc en fait, vous pouvez imaginer le truc, il est en train de vibrer, et puis hop, tout d'un coup, il se met à vibrer vachement fort. Ouais. Moi, j'avais juste une question pour l'oméga t. Ouais. La définition de l'oméga t, ce serait pas oméga t au carré? Parce que du coup, Oui, oui, bien sûr, c'est oméga t carré, parce que sinon, c'est. Oui, vous avez raison, sinon, c'est pas homogène, ce truc-là. Donc, vous avez raison. J'ai mis oméga t, mais c'est oméga t carré, bien sûr. Ouais. Je vois pas pourquoi on n'a plus de oméga carré en bas du bêta.
De P? De bêta? Bah, dans l'autre, avant. Donc c'était une très bonne remarque, il y avait un oméga carré qui traînait et qui avait disparu en cours de route. Mais voilà, donc vous avez gagné un café. Comme les logiciels, vous savez, dans la version bêta, on gagne $1 par bug et reporté. Vous n'avez jamais vu ça? Bon. C'est vrai qu'on n'aurait pas pu avoir un oméga au-dessus parce que quand vous faisiez tendre oméga vers 0, vous auriez trouvé un truc qui était en 1 en constante et ça divergeait plus. Donc là, c'était un peu gênant quand même. Donc vous ne pouvez pas y avoir un oméga carré par-dessus. Nous allons pouvoir regarder ce que vaut le vecteur de déplacement. Et vous savez que ce vecteur de déplacement, il vaut epsilon E, d'accord? C'est-à-dire qu'il vaut epsilon 0E plus P. Alors on va considérer pour les petits p, en fait, P proportionnel à E. Ce qui nous fait qu'en fait, P, E, c'est égal à epsilon 0, D, pardon. D est égal à epsilon 0E plus tout ce bazar qu'on a dit, c'est-à-dire NE carré sur M star fois 1 sur oméga carré moins oméga t carré fois E aussi, puisque j'ai un E qui est ici. On a dit que c'est P qui est proportionnel à E ou qui est avec Non, j'ai dit proportionnel à E. Enfin, je sais pas comment vous notez ça. Moi, comme ça veut dire proportionnel à E. C'est ce qu'on vient de calculer. Ok? Donc, si on fait ça, ça veut dire que c'est epsilon 0 plus n E carré sur M star fois 1 sur oméga carré moins oméga t carré fois E. Alors, on va factoriser le epsilon 0, vous allez voir tout de suite pourquoi. Ça, c'est un petit jeu d'écriture. Les gens aiment bien ça en électromagnétisme. Donc, ça vous fait 1 plus n e carré sur m star epsilon 0, facteur de 1 sur oméga carré moins oméga t carré fois E. Alors, regardez bien, quand on vous pose des questions comme ça, souvent, c'est simplement un jeu d'écriture pour trouver epsilon r, epsilon s, etc. C'est pas compliqué, il faut juste regarder comment on écrit les choses. D'accord? Pas simplement, là, ce qu'il vous dit, simplement, là, il vous demande de calculer epsilon r et epsilon s. Et donc, simplement, il y a une formule qui vous dit aussi, qui vous dit que D, c'est égal à epsilon 0, epsilon r fois E. D'accord? Donc si vous faites la comparaison avec ces deux formules, vous trouvez immédiatement que epsilon r, c'est égal à n e carré sur m star fois epsilon 0 sur 1 sur oméga carré moins oméga t carré. Vous voyez, vraiment rien de transcendant et c'est juste une réécriture de ce bazar. Donc souvent, quand on vous donne des choses comme ça, vous regardez bien s'il n'y a pas une solution triviale. Après, vous cherchez des solutions compliquées, mais d'abord, regardez, il ne s'agit pas simplement de réécrire les choses. Donc ça, c'était une des choses qu'on vous demandait. Il y a plus un, oui. Et alors maintenant, on vous demande epsilon s. Alors évidemment, epsilon s, c'est toujours pareil. On vous demande un truc assez évident finalement. C'est epsilon r de 0. Donc ça vaut 1 plus n e carré sur m star epsilon 0. Facteur de 1 sur... sur oméga t carré. Et puis... voilà,
ce que ça fait. Donc vous avez ça. Si c'est un moins, je crois, c'est un moins qui va se pointer. Ouais, ça va être un moins. Là. Voilà, bon, ben là vous avez joué un peu avec tout ça, donc c'est pas très passionnant. Voilà, ok, on est content. Bon, qu'est-ce qu'il vous demande après? Ah oui, encore un petit jeu auquel il vous demande de montrer que epsilon r est égal que 1 plus epsilon s sur 1 moins oméga sur oméga carré est égal à ce machin. Bon. Alors c'est où déjà qui vous demande ça? Ouais, si, il suffit de remplacer ça. Alors en fait, alors pour faire ça, alors je vous montre comment on le fait. Hein. Sur m star epsilon bête, vous marquez... ça me met un truc à faire encore. Donc vous marquez que epsilon r est égal à 1 plus epsilon s moins 1 sur 1 plus oméga, non c'est 1 moins d'ailleurs, 1 moins oméga sur oméga t au carré. On remplace epsilon s par sa valeur qui est 1 plus, je sais pas quoi, 1 moins ne carré sur bêta m star, c'est ça, fois 1 sur oméga t carré, et puis vous continuez et vous arrivez à la relation. Ça c'est vraiment immédiat, d'accord. Donc si vous voulez la correction, ça je l'ai mis en ligne, elle est faite en douceur ça, mais là il n'y a vraiment rien de difficile. Donc, question un peu plus intéressante, mais pas plus difficile. On cherche la valeur pour laquelle, en fait, l'epsilon r est nul. Donc ça, c'est pas très compliqué, mais c'est plus intéressant, c'est le moment où la subtilité s'annule. Donc, vous écrivez simplement que 1 moins ne carré, non plus ne carré sur m star epsilon 0 fois 1 sur oméga t carré, oméga carré moins oméga t carré est égal à 0. D'accord. Ce qui vous fait immédiatement que m star epsilon 0 facteur de oméga t carré moins oméga carré est égal à ne carré. Est-ce que c'est vrai ce que j'écris? Il me semble que ça doit être vrai, non? Hein? Epsilon relatif égale 0. On vous demande la valeur de oméga pour laquelle epsilon relatif est égal à 0. Donc on est aussi en train de chercher ce que vaut oméga L. Je cherche epsilon r de oméga L est égal à 0. C'est ça que je suis en train de chercher. Donc là, il faut bien surveiller que je ne fasse pas de faute, sinon ça ne marche pas la relation. Donc, à partir de là, j'ai oméga t carré moins oméga L carré qui est égal à ne carré sur m star epsilon 0, ce qui me donne oméga L carré qui est égal à oméga t carré moins ne carré sur n star epsilon 0. C'est bon? J'ai gagné. Et ce qu'on nous demande, c'est une relation qui est connue sous le nom de relation de Lindensack-Steller, c'est que le rapport de oméga L sur oméga T est égal à 2. Alors, est égal à epsilon S. Donc on regardera, en fait, si on trace le graphe, on va regarder tout à l'heure où sont ces deux trucs.
Donc, on va tracer maintenant le rapport oméga L sur oméga T. Bon, ben oméga L sur oméga T, ça vous fait... On va peut-être garder les carrés, ça sera plus simple. Ah, pourquoi j'ai un plus et là j'ai un moins? Ça, c'est une bonne question. C'est pas oméga T carré moins. Ah si, parce qu'on a. Ouais, Moi, je trouve comme vous, ouais, c'est bizarre, j'ai un moins. Bon, on va regarder ce que ça donne. Donc, oméga L carré, on va garder les carrés, hein, c'est plus simple. Ça vous fait oméga T carré moins NE carré sur M star epsilon 0. Et puis epsilon oméga T carré, c'est simplement 1 sur oméga T carré. Ok. Et ça vaut simplement 1 moins NE carré sur M epsilon 0 oméga T carré. Et ça, normalement, c'est epsilon S. Si on remonte ici, c'est bon, ça marche? Ah putain, victoire. Ça marche. Donc vous voyez, la formule de Lindensax marche. On a le rapport de WL sur WT qui donne bien ce à quoi on s'attend. Bon, ça, c'est pas super intéressant jusqu'à maintenant. C'est un peu du calcul pour s'amuser. Ce qu'on va regarder, qui est quand même plus amusant, c'est la suite, c'est-à-dire la relation de dispersion. Donc pour l'instant, ce qu'on a trouvé, mais ce qu'on va retrouver après, je veux dire, on va retrouver exactement la même chose, c'est le fait qu'on a quelque chose qui se passe quand on arrive à la fréquence propre des vibrations du réseau. Ça, on l'a trouvé. Et ce qu'on va trouver dans la suite qui est plus intéressant, c'est qu'on a des fréquences qui sont interdites. Alors oui, la question à laquelle on n'a pas répondu et qui est quand même importante, c'est que pour oméga t inférieur ou égal à oméga L, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Il y a un moment où il va se passer quelque chose. Et alors, par exemple, oméga carré moins oméga t carré. Donc ça, c'est correct, ça va être positif. Oméga carré moins oméga L carré, par contre, devient négatif. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que ça vous paraît clair, ça? Voilà, donc en fait, on a un moment où, quand on passe oméga L, on a un changement de signe du dénominateur. D'accord. Donc ça veut dire que ce truc-là, on passe de 1 moins quelque chose qui est positif à 1 moins quelque chose qui va être négatif. Quand on passe de l'un à l'autre. Mais ça va se compliquer un petit peu plus que ça. Donc ça, c'est effectivement la valeur de epsilon S qui va effectivement faire ça. Donc en fait, on pourrait la tracer, si vous avez le Wolfram machin, vous pouvez tracer cette fonction. Donc en fait, vous avez ce que ça veut dire, c'est que d'un côté de oméga L, vous avez une divergence qui part vers le haut. Et de l'autre côté, bon, ça vous avez fait ça au lycée, je pense. Si vous avez ici un oméga L, donc en fait, en oméga L, alors la fonction s'annule en oméga t, d'accord? Là, vous avez la divergence en oméga t. Vous avez une divergence qui est comme ça, vers le haut, puis une autre qui est comme ça, et ça s'annule en oméga L. Et oméga t est ici.
super mal écrit. Voilà. Donc en oméga L, c'est ce point-là où ça s'annule. Et ici, oméga T, c'est le point où ça diverge. D'accord. Bon, des fonctions comme ça, je pense que vous avez vu ça au lycée. D'accord. Vous avez un point de divergence. Et le fait qu'on change de signe ici, d'accord, ça vous dit que vous faites ça, hop, et ça. Ok. Bon, donc maintenant, on va faire un truc plus marrant quand même. On va tenir compte du terme de propagation. Donc on va dire que K est différent de 0. Alors, rappelez-vous que K est égal à 0. K, c'est 1 sur lambda. Donc ça veut dire qu'on regardait des trucs qui étaient des longueurs d'onde très très grandes. Donc finalement, la distance entre nos atomes, on ne la voit pas. D'accord, parce qu'on a un truc très grand. Donc finalement, l'aspect discret de l'onde, on ne le voyait absolument pas. Maintenant, on va regarder des ondes qui sont à plus petite longueur d'onde. Donc l'onde va voir la discrétisation de nos ressorts. Donc on va avoir une relation de dispersion. Donc, on va écrire simplement. Là, on peut écrire la relation de dispersion qui nous dit simplement que si l'énergie se conserve, enfin l'énergie, pardon, ça c'est toujours vrai, c'est oméga carré epsilon de oméga. Ça c'est toujours vrai. D'accord ? Et maintenant, ce que je peux écrire, c'est que mon epsilon de oméga, je le connais. C'est 1 plus n e carré sur epsilon 0, on va reprendre comment je l'ai écrit, sur m star, facteur de oméga carré t moins oméga carré. Ça, c'est ce que j'ai dû calculer si j'ai bien recopié. Alors ça, je calcule la somme, hein, simplement pour des questions de calcul. Ça, hein ? C'est un 0 là. C'est epsilon. Non, là c'est un epsilon de. C'est epsilon de oméga, mais c'est epsilon R ou C'est epsilon. C'est epsilon. C'est epsilon S qui intervient, je crois, là-dedans. Attendez, laissez-moi revenir. C'est epsilon S, epsilon R. Non, c'est epsilon 0. Epsilon S, c'est la polarisation qui intervient. Donc c'est epsilon 0. Non, c'est epsilon. Non, c'est epsilon S qui intervient là-dedans. Non, attendez, non, c'est epsilon R, vous avez une dépendance en oméga. Mais pourquoi du coup on met epsilon 0 sur m star? C'est pas epsilon 0 m star? Oui, ça je me suis planté par contre. C'est pas oméga carré moins oméga t carré? Ouais, ça c'est l'inverse. Ouais. C'est epsilon 0 m star, parce qu'en fait je l'ai recopié différemment cette formule. On l'avait défini oméga carré moins oméga t carré. Ouais. Oui. D'accord, ok. Donc avec un plus, ouais. Comme ça. Ouais, c'est ça. Avec Ok. Et là on avait là c'était un. Merde, c'était un m star. epsilon 0. Voilà, comme ça. Ok, là c'est bon, c'est celle qu'on avait tout à l'heure, celle-là. Ok. Donc maintenant on va pouvoir la factoriser comme ça. Ça nous fait simplement un m star epsilon 0 facteur de oméga carré moins oméga t carré plus NE sur m star epsilon 0 facteur de oméga carré moins oméga t carré. Ah oui, je sais pourquoi, parce qu'en fait j'ai changé de notation au cours de ma correction. C'est-à-dire que l'autre jour j'ai mis m star égale 1 sur m, et au début j'avais mis 1 sur m star est égal à ça. C'est pour ça que tous les trucs ont changé à la fin. J'ai fait ce qu'il faut jamais faire. Voilà. Bon, ben on est content, on a ça maintenant. Ben écoutez, maintenant on va développer ça et on va bourriner là-dessus. Pas compliqué, hein, dans la joie et la bonne humeur. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, vous allez voir ce qui va se passer. On va faire apparaître quand même, parce que ce qui nous intéresse, c'est le K et le oméga. D'accord ? Donc ici, on a le K, on a le oméga, puisque vous voyez, on a le K ici et on a le oméga.
Et donc, on a une équation qui nous relie le K et le oméga. Donc, a priori, on doit pouvoir sortir le K en fonction de l'oméga. On doit le faire, ça. Et donc, on a la relation... En fait, cette relation-là, qui est simplement la conservation de l'énergie, contient la relation de dispersion. D'accord ? Ce qui est assez logique, parce qu'en fait, la conservation de l'énergie nous dit simplement que c'est une façon de relier le K et le oméga. En fait, bon, c'est tout bête, on écrit que Kc égale epsilon oméga, ça veut dire qu'on a la conservation d'énergie au passage de l'interface, si vous voulez. En fait, on l'a écrit en K carré ou oméga carré. Bon, donc là, on va écrire simplement que K2, C2. Alors, maintenant, on va multiplier ça de façon pas trop bête. Alors, le oméga carré qui est là, qu'est-ce que je vais en faire? Je vais le rentrer là-dedans. Ouais, on va le rentrer là-dedans. Facteur 2, m star, epsilon 0, facteur de oméga carré, moins oméga t carré, est égal à m star epsilon 0 facteur de oméga carré moins oméga t carré fois oméga carré plus ne carré fois oméga carré. Et là, normalement, j'ai oublié tout le monde. J'ai oublié personne. Alors, c'est super important dans ce genre de conneries, c'est d'oublier personne en route, quoi. Donc, il suffit de bien regarder qu'on a oublié personne. Alors là, c'est pas dur. À partir de là, c'est pas dur. À condition de faire gaffe. Donc, on voit qu'en fait, le degré le plus élevé, c'est du oméga 4. Donc, en fait, on va grouper les termes oméga 4. Puis, là, on a du bol. Sinon, on s'en sortirait pas, c'est qu'il n'y a pas de terme oméga 3. Ni en oméga. Sinon, on ne pourrait pas le résoudre. Donc, parce que je sais faire des maths aussi, attention. Je suis même bon en maths, on dirait pas, mais... donc, on va mettre les termes en oméga 4, d'accord? Donc, on va faire oméga 4. Donc, qu'est-ce que j'ai en oméga 4 de ce côté-là? J'ai un m epsilon 0. Et puis, si je ne me trompe pas, c'est à peu près tout ce que j'ai en oméga 4. OK? Alors, le oméga 2, par contre, c'est pas pareil. J'en ai un wagon. J'ai un terme ici qui est un m star epsilon 0. J'ai un terme qui va être en ne carré. Alors, de ce côté... non, ça va soustraire, mais j'ai un terme qui est en moins... J'ai un problème d'homogénéité, là, par contre. Non, mais c'est pas grave, parce qu'il va venir dans la solution, le K carré, il va sortir. Ça me gêne pas, mais pourquoi j'ai une dimension qui déconne, là? Pourquoi on a du m star epsilon 0 oméga carré? C'est par rapport à... Ah, mais c'est ça que ça déconne. Attendez. Il y a oméga t carré, bien sûr. C'est pour ça que la dimension, elle n'est pas... Oui, c'est un moins. Bon, ça c'est un moins. Mais comme quoi, les dimensions, c'est important. Parce que là, vous voyez qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Et du coup, maintenant, on peut mettre le plus kc carré m epsilon 0. D'accord? Ça, c'est bon, du coup. Et puis, pour les carrés... Ben, c'est-à-dire que vous avez ce terme-là, qui est kc carré m epsilon 0, que vous passez de l'autre côté. Du coup, il y a un moins. Mais si je mets le... Oui, il y a un moins. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le moins devant tout le monde. Ce sera plus joli. D'accord? Donc, je mets un plus ici, un plus ici. Et je mets un moins ici. Tout le monde est d'accord avec ça? Je suis en train de les compter, justement. Donc, j'ai ce terme-là. C'est bon, je l'ai mis. Après, j'ai ce... Ouais, justement, c'est ça que je suis en train de regarder. Je lui en manque un peut-être quelque part.
J'ai oméga carré, j'ai ce terme-là qui est bon, et je ce terme-là qui est bon, donc il me manque le terme en NE oméga carré. Il me manque le terme en NE oméga carré. Donc je vous dis... Avec un moins, le NE, du coup, vu qu'on a mis un moins pour le... Oui, avec un moins, exact. Moins NE carré. Voilà. Et puis il nous reste les termes sans oméga, sans rien. Donc il nous reste quoi comme terme pour ça? Alors il nous reste que ce terme-là. Hein. Je crois que c'est ça. Donc il nous reste un plus K2C2 KC au carré M star epsilon 0 oméga t carré. Bon, tout le monde est d'accord avec ça? Bon, on va poser grand oméga est égal à oméga carré. D'accord. On va poser le delta qui est égal, alors celui-là il est chiant hein, par contre. C'est égal à moins b, donc ça vous fait m star epsilon 0 oméga t carré plus kc au carré m star epsilon 0 moins ne carré moins 4 m epsilon 0. Ne me rappelez pas qu'il était aussi merdique celui-là. Hauteur de kc carré moins 4ac dans le delta. Eh bien oui, il faut le discriminer. Epsilon 0 oméga t carré. Voilà. Du coup, B, il est pas au carré? B carré, ouais, c'est B carré moins 4ac. Bon, c'est vraiment pas joli ce truc. Hein. Mais ma foi, c'est un peu... on a oublié d'en passer par là. Alors, est-ce qu'il y a moyen de le factoriser? Je crois pas. Il n'y a pas grand-chose à en tirer de ce machin. J'ai essayé de regarder, mais je crois vraiment qu'il n'y a pas grand-chose à en faire. Bon, alors il y a la première. J'ai pas trouvé de façon simple de regarder s'il est positif, négatif, nul. Bon, on peut le faire, hein, c'est pas compliqué, mais ça ne me donne pas grand-chose sur la physique. Quoi. On trouve des choses plus ou moins barbares, des rapports sur EM, KC, epsilon 0, mais j'ai pas compris ce que ça voulait dire exactement. Quoi. Personnellement, je trouve rien du tout de passionnant. Donc, ce qu'on trouve quand même, c'est deux racines. Donc vous trouvez grand oméga plus moins, qui est égal évidemment à moins b, plus ou moins racine de delta. Donc alors là, vous allez vous trouver un truc complètement barbare. Donc il va être m star epsilon 0 oméga carré plus kc carré m star epsilon 0 moins ne carré. Donc c'est moins b plus ou moins racine de delta. Donc le delta, c'est ce machin. On va carrément noter delta. Sur 2a, bon ben 2a, donc on va mettre que c'est simplement un 2 qu'on va mettre ici. On va mettre ici, c'est m star epsilon 0. D'accord. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas en moins plus plutôt qu'un plus moins? Parce que le B, c'est un moins qui est... Ou alors c'est... Ben, le b, c'est un moins, donc ça vous fait plus b là. Donc j'ai mis un plus. Ouais. Bon, alors si vous voulez, on peut factoriser un peu un truc, mais ça apportera pas grand-chose. On peut factoriser le b, mais ça apportera pas grand-chose. Alors, face à un truc comme ça, en fait... Oui, mais c'est pas le 2, je l'ai mis devant. Oui, J'ai mis 2 là. Bon, alors de toute façon, alors à mon sens, voilà, à mon sens, ce genre de truc, ce qu'on peut en dire, par contre, ça c'est clair, vous pouvez avoir une limite k tendant vers 0. Ça, c'est une limite simple. Oméga tendant vers 0. Enfin, k tendant vers 0, cherchez les oméga. Donc, si vous faites tendre k vers 0, par contre, vous avez des choses
plus ou moins simples qui vont apparaître, c'est que vous allez avoir deux oméga qui vont apparaître, puisque vous avez un truc qui va être normalement, vous avez bon, ce truc-là va tendre vers 0, d'accord, qu'à tendant vers 0, donc vous avez une partie qui va tendre vers 0. D'ailleurs, attendez, pourquoi ça me fait ça? Ouais, c'est ça, c'est le delta, donc ce truc-là tend vers 0, ok. Par contre, vous avez ici un truc qui va tendre, qui est en KC carré, d'accord. Et en fait, en M star epsilon oméga t carré plus KC carré, bon, ce truc-là tend pas vers 0, par contre, d'accord, quand vous allez vers 0. Et vous avez un terme qui va être en plus ou moins delta. Ça veut dire qu'en fait, vous en avez un qui tend vers une branche en haut et un qui tend vers une branche en bas. D'accord, quand vous faites plus ou moins. Donc en fait, bon, l'idée, c'est le mieux, à mon sens, le mieux, c'est de le tracer, hein, si vous le faites, enfin, je veux dire, le tracer numériquement, parce que ça, c'est dur de le tracer. Alors, vous verrez, quand vous tracez numériquement, une des difficultés, quand même, c'est de savoir qu'est-ce que vous mettez pour oméga, oméga t, etc. Parce qu'il faut quand même se poser la question. Parce que vous n'avez pas le tracé, oméga t, ça veut dire quoi? Donc, il faut trouver des chiffres qui veulent dire quelque chose quand même. Alors, ce que vous avez trouvé... Alors, la deuxième chose qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que ça vaut à grand oméga, etc. C'est pas forcément évident. Donc, en fait, ce que vous avez trouvé, c'est ça. Une branche qui est comme ça, qui tend vers quelque chose de plat. Et une branche qui tend vers là. Comme ça. Et une branche qui part vers là. Et là, vous avez oméga L. Et là, vous avez oméga T. Et ici, vous avez delta, en fait. Ou 2 delta. Vous avez un truc qui traîne comme ça, qui est proportionnel à delta. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est quand vous allez faire tendre K vers 0, vous avez des valeurs que vous n'atteindrez jamais. D'accord? C'est-à-dire quand vous rentrez dans un solide, ben, quand vous voulez vous coupler, donc vous avez deux modes, un mode de surface puis un mode de volume, mais il y a des trucs que vous n'arriverez jamais à rentrer dedans. Vous aurez des oméga que vous n'atteindrez jamais, quel que soit le cas. D'accord? Et ça, c'est propre au solide, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir, quoi que vous fassiez dans le solide. Alors le oméga, le delta, oui, il dépend de plein de choses. Hein. Enfin, il dépend essentiellement de epsilon 0, donc essentiellement de l'indice du milieu. Eh bien, vous avez des endroits où dans un solide, vous ne pouvez pas faire rentrer votre onde. Alors ce que vous voyez dans l'Immans-France, c'est que c'est quand même essentiellement lié aux constantes de vibration du réseau. Si le réseau vibre trop loin de l'onde, vous n'arrivez pas à le faire rentrer dedans. S'il vire en autre position. Enfin, bon, après, on pourrait regarder les conditions, parce qu'au niveau microscopique, ça se calcule, ça. Pourquoi, à des moments, en fonction des constantes de vibration du réseau, on n'arrive pas à faire rentrer notre onde dedans. Et ça, c'est important, parce que ça, c'est vraiment propre au solide. La deuxième chose qui est propre au solide, c'est cette relation de dispersion. Alors, en fait, à très grand oméga, ici, cette branche-là, qui est à grand K, vous allez retrouver la relation de dispersion des photons dans le vide. C'est un truc qui est linéaire. D'accord. Donc ça, c'est bien, à grand K, vous avez bien la relation des dispersions dans le vide. Par contre, dès que vous arrivez là, vous avez un truc qui tend vers un truc plat, là, en fait, ça commence plat ici. Bon, ici, ça commence en fait linéairement, ici, ça fait ça. Et là, vous voyez que vous avez des relations de dispersion qui n'ont rien à voir avec les relations de dispersion des photons dans le vide. Donc vous avez quelque chose qui est vraiment caractéristique du solide et qui est complètement différent des photons dans le vide. Et ça, vous ne le créerez pas dans le vide. Jamais vous arriverez à le créer dans le vide. Et ça, c'est dû au fait que quand vous êtes dans un solide, en fait, comme je vous disais, l'environnement change. Donc c'est comme si la nature avait changé, si vous voulez. Donc le photon, il ne se comporte pas comme un photon dans le vide. Et il a ses propres relations de dispersion. D'accord. C'est vrai qu'on a dit ça pour l'électron, j'ai expliqué ça pour l'électron. C'est vrai aussi pour le photon. Il a sa vie à lui, quoi. Ok. Donc je vais vous lancer quand même sur le problème des placements, parce que le placement de volume, c'est un peu la même chose. Bon, c'est un calcul un tout petit peu différent, mais bon, c'est un peu la même soupe, quoi. Donc les placements de surface. Alors je vais vous expliquer ce que c'est qu'un placement de surface déjà. Parce que vous verrez que c'est un peu... c'est assez facile en fait à comprendre. Donc quand vous envoyez une onde sur une surface à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Alors comment, en fait la question c'est comment ça va se coupler avec votre métal.
Ben, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous avez une partie qui est réfléchie, d'accord. Puis vous avez la partie en KX. Donc la partie KX, c'est la partie dans le plan, d'accord, le temps qui est dans le plan. Elle, c'est une partie qui va se conserver, d'accord, dans la relation de conservation, vous avez vu ça à un moment. Et elle, si tout va bien, c'est-à-dire si certaines conditions sont vérifiées, elle va déclencher ce qu'on appelle un placement de surface. C'est-à-dire qu'en fait, elle va se coupler aux ondes, mais vraiment de la surface du métal. On n'est pas au volume, vraiment à la surface. Et vous allez déclencher une sorte de vaguelette à la surface de charge électronique. D'accord. Là, c'est un problème un petit peu différent de ce qu'on a vu avant avec Widman's Flax, etc. C'est pas vraiment le problème. C'est pas un couplage au mode de vibration du réseau, ce qu'on avait vu avant. Avant, on se couplait au mode de vibration du réseau. Là, c'est simplement que l'onde crée une vague qui va se propager à la surface, qu'on appelle les placements de surface. D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on va essayer de calculer, et vous allez trouver exactement la même chose par contre que ça. C'est-à-dire quand vous envoyez une onde, vous avez deux modes, un mode qui va être des modes de volume, et le mode de placement de surface, qui sont séparés par un gap tous les deux. D'accord ? Et vous allez retrouver à nouveau une branche qui correspond aux électrons, aux photons dans le vide, et une branche qui va correspondre aux photons à la surface. Okay. Donc ça, c'est des choses... Alors ça s'observe bien, ça. Il y a des gens qui sont spécialistes de ça, c'est pas... Alors, une chose quand même qu'il faut bien voir, c'est quand on fait l'électromagnétisme dans les métaux, comme ça, on est quand même dans des fréquences élevées, hein, parce que les ondes dans les métaux, enfin toutes ces choses-là, c'est les gigahertz, hein, donc on est quand même dans des fréquences assez élevées, on n'est pas dans des fréquences... Donc c'est pas, on n'observe pas ça avec des... Mais bon, si vous mettez un analyseur de réseau qui monte au gigahertz, ça se voit assez facilement pour... bon, c'est pas un exploit de voir ça, quoi. Donc c'est connu depuis assez longtemps. Et ça marche bien, c'est un truc qui marche bien. Donc, ici, on dit qu'on s'intéresse au phénomène électromagnétique à l'interface entre l'air et un métal milieu 2. On suppose que l'air a un indice 1, et puis on note epsilon 2 égale oméga p sur oméga, la constante relative du métal. Alors, oméga p, en fait, c'est déjà la fréquence plasma, hein, donc c'est ce qui vous trompe plus tard. Une onde électromagnétique de fréquence oméga vient frapper la surface du métal avec un angle non nul, kx et kz différents de 0. Rappelez les conditions de continuité pour le champ électrique à l'interface vide-métal. Donc ça, c'est une chose qu'il faut que vous vous souveniez dans votre cours. Enfin, ça, je pense que vous le marquerez sur votre petite fiche. C'est les relations de continuité quand une onde arrive à l'interface d'un métal. Donc, je prends la page suivante de mon micelle et j'arrive. Les relations de continuité. Donc vous avez E1x est égal à E2x, et puis vous avez E1z qui est égal à epsilon 2 E2z. Ok. Bon, ça on est content. Et puis à part ça, vous avez aussi que la divergence de D, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein. C'est égal à la divergence de E. Alors pourquoi ? Parce que je vous rappelle que on considère que la polarisation est proportionnelle au champ. Donc dans ce cas-là, on peut écrire que la divergence de D, c'est égal à la divergence de E. Et cette chose-là est nulle. Parce qu'on a en fait, c'est proportionnel aux charges libres et que l'on n'a pas d'accumulation de charge à un endroit dans un métal, puisque on ne peut pas polariser un métal. Puisque si on essaie de polariser un métal, il va se dépolariser tout de suite. Ce qui nous donne immédiatement que D de E1x sur dx plus D de E1z sur dz est égal à 0, et que D de E2x sur dx plus D de E2z sur dz est égal à 0. Donc là, pour l'instant, on n'a rien écrit du tout, si ce n'est deux trivialités. Bon, alors à partir de là, la dérivée de E1x, c'est K1 E1x, donc vous écrivez que K1 E1x plus Kz
K1x, pardon, plus K1z, E1z est égal à 0. Et vous écrivez ici que K2x, E2x plus K2z, E2z est égal à 0. Voilà, là vous êtes content parce que vous avez écrit ça et ça, ça et ça. Bon. Et alors ça, vous avez en fait vous pouvez en faire une matrice, pour ceux qui sont contents, qui aiment bien ça, hein, une matrice c'est chouette, ça fait bien. Bon, alors, donc on va partir, on va réécrire juste les choses comme ça. Donc vous aviez E1x moins E2x est égal à 0. Vous aviez un E1z moins epsilon 2 E2z est égal à 0. Puis vous avez ici K2x E2 E1x pardon plus K1z E1z est égal à 0. Puis K2x E2x plus K2z E2z est égal à 0. Ce qui fait que si vous voulez en faire une matrice qui va prendre cette tête-là, donc vous l'écrivez comme ça, puis vous écrivez ici le vecteur E1x, E2x, E1z et E2z. Bien, vous remplissez la matrice, vous obtenez ici 1, moins 1, 0, 0. Vous obtenez ici 0, 0, 1, moins epsilon 2. D'accord? Donc pour la remplir, je vous rappelle, vous avez ici ce terme-là, E1z, qui correspond ici à ce terme-là, puisqu'on croise comme ça, moins epsilon 2, c'est moins epsilon 2 fois ce terme-là, fois E1z. Okay. Et puis, vous continuez avec K2x, E2x, vu qu'on est sur ce terme-là, ça vous fait un K2x ici. Ici, sur le terme E2x, vous avez 0. Sur le terme E1z, vous avez K1z. Et sur le terme E2z, vous avez à nouveau 0. Pour la dernière ligne, sur le terme E1x, vous avez 0. Le terme E2x, vous avez ici, donc vous voyez, vous avez K2x. Sur le terme E1z, vous avez 0. Et sur le terme E2z, vous avez K2z. Voilà. Donc là, vous avez rempli votre matrice. Bien, alors maintenant qu'on a cette matrice, on va simplement en calculer le... Et donc, on obtient la chose suivante, donc le déterminant de M. Alors, ça se calcule de la façon dont vous savez. Alors, il est un peu pénible parce que c'est une 4-4, mais en fait, il y a plein de zéros, donc ça se passe pas si mal. Et vous trouvez que le déterminant de M est égal à Kx facteur de K1Z epsilon 2 moins K2Z. Et vous voulez que le déterminant de M soit égal à 0. Ce qui vous donne votre première relation, c'est-à-dire K1Z epsilon 2 moins K2Z est égal à 0. Voilà, c'est la relation qu'on vous demandait de démontrer. Donc pour l'instant, c'est uniquement des calculs, hein, ça c'est pas passionnant. On va voir que l'intérêt physique de tout ça arrive un peu plus loin quand on va calculer les différentes fractions, les différentes fréquences oméga en fonction de K. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la conservation de l'énergie. Donc la conservation de l'énergie,
Elle prend différentes formes. La première, la plus simple, c'est simplement d'écrire que l'énergie qui arrive, c'est kx carré plus k1z carré. Ça vaut oméga carré sur c. Ok, le c carré. Ensuite, ça, par définition, l'énergie qui est transmise, ça vaut epsilon 2 fois l'énergie qui arrive. Donc, vous avez kx carré plus k2z au carré est égal à epsilon 2 fois oméga carré sur c carré. Alors, faire attention ici, ici on a kx2 qui est égal à k1x, par exemple k1x qui est égal à k2x. D'accord, c'est pour ça que ça marche. Sinon, ici, on aurait k1x plus k1z et ici k2x carré plus k2z carré. Mais ici, les kx sont les mêmes. Donc, tout ça marche bien. Et puis, on a une dernière relation qui est celle simplement de la transmission à l'interface, qui est que k1z est égal à k2z sur epsilon 2. Ok. Bon, à partir de là, on a simplement à résoudre, on cherche en fait le k2z. D'accord. Et on va simplement résoudre cette équation. Donc, vous avez 3 équations, puis on cherche k2z. Donc, la première chose qu'on peut faire, simplement, on va renvoyer ça là-dedans, par exemple. Donc, on va envoyer la troisième dans la première. Donc, ça vous fait kx carré. Donc, je vais vous le marquer ici. Donc, c'est 1, 2, 3. Donc 3 dans 1, ça nous donne kx carré et k1z plus k2z au carré sur epsilon 2 au carré. D'accord, ça c'est k1z carré est égal à oméga carré sur c carré. Ok. Donc ça me paraît juste. Et puis maintenant, je réinjecte ça, je réinjecte la 2 dans ça. Et en réinjectant la 2 dans ça, j'obtiens que k2z carré, d'accord, k2z carré, enfin moins k2z carré, pardon, plus epsilon 2 facteur de oméga carré sur c carré, plus k2z au carré sur epsilon 2 au carré est égal à oméga carré sur c carré. Si je ne me suis pas trompé. Donc ça vous fait un k2z carré. J'ai un peu du mal avec les k2z là. K2z au carré facteur de 1 sur epsilon carré moins 1 qui est égal à oméga carré sur c carré facteur de 1 moins epsilon. Ok. Et finalement, si je sors le kz carré, donc ça me fait k2z au carré est égal à epsilon carré, pardon, excusez-moi, 1 moins epsilon carré sur 1 moins epsilon carré, facteur de oméga carré sur c, facteur de 1 moins epsilon. Voilà. Je simplifie un tout petit peu plus en remarquant que ça c'est a carré moins b carré, donc ça vous fait a plus b facteur de a moins b. Donc le a moins b va simplifier avec celui-là et vous obtenez simplement que
kz carré K2z au carré est égal à epsilon carré sur 1 plus epsilon, facteur de oméga carré sur C. Voilà, ça c'est le K2 carré. Donc la dernière simplification, c'est juste l'identité remarquable. Donc maintenant, on va en extraire très simplement le kx carré à partir de la, mettons, la deuxième relation qui nous donne que kx carré est égal à epsilon oméga sur C au carré moins k2z au carré, ce qui est égal à epsilon oméga sur C au carré moins epsilon au carré sur 1 plus epsilon oméga sur C au carré. Donc on factorise l'oméga sur C au carré, bien sûr, et il va nous rester ici un terme 1 moins epsilon au carré sur 1 plus epsilon, avec ici un epsilon que j'ai oublié. Et si on fait cette chose-là, ça nous fait simplement oméga sur C au carré, facteur de epsilon carré, epsilon moins epsilon carré, plus epsilon carré, pardon, moins epsilon carré sur 1 plus epsilon carré, 1 plus epsilon. Et donc, on trouve finalement que kx carré est égal à oméga sur C au carré, facteur, donc vous voyez qu'ici les epsilon carrés vont s'en aller, et il nous reste à epsilon sur epsilon plus 1. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on voulait. Donc maintenant, on a deux choses qui nous intéressent. On obtient ici le K2Z et ici le KX. Ok. C'est intéressant d'avoir ça parce qu'ici on a le KX et le KY en fonction de epsilon, d'accord. Sauf que epsilon maintenant on sait de quoi il dépend, et en particulier il dépend de oméga et de oméga p, donc la fréquence plasma et puis la fréquence de l'onde qui est incidente, ok, puisque je vous rappelle ici que donc maintenant qu'on a ça, alors vous voyez que l'intérêt maintenant pour que epsilon, simplement 1 moins oméga sur oméga p, d'accord. Donc ça fait intervenir le ratio de la fréquence de l'onde incidente sur la fréquence plasma. Donc si vous injectez exactement à la bonne fréquence, en fait votre truc il devient transparent, donc il passe, vous avez epsilon est égal à 0. Et si vous avez une fréquence, si vous êtes à une fréquence infinie, vous avez epsilon qui vaut 1, ou si vous êtes à une fréquence plasma qui est égale à 0, vous avez aussi epsilon qui est égal à 1. Donc en fait, vous voyez que K, en fait, il fait intervenir les fréquences qui nous intéressent, c'est-à-dire la fréquence plasma et puis oméga. Donc c'est là qu'on va relier ça un petit peu à la physique de notre histoire. C'est que maintenant qu'on a K en fonction de epsilon, epsilon va nous relier à la fréquence plasma et à la fréquence de l'onde qui arrive. Donc on va écrire ça un tout petit peu différemment. On va écrire que Kx maintenant, c'est égal à epsilon, c'est-à-dire epsilon c'est 1 moins oméga p carré sur oméga carré. Ok. Donc ça c'est epsilon 2 sur epsilon 2 plus 1, donc c'est 1 moins oméga p sur oméga carré. Et puis on a ici 1 plus 1. Ok. Et puis ici vous avez toujours un oméga sur c au carré. Donc si je calcule ça, ça devrait faire un oméga carré moins oméga p carré sur oméga. Et au dénominateur, vous voyez, si je fais le calcul, 1 plus 1, ça fait 0. Il me reste un oméga p carré sur oméga carré qui vont se simplifier
fois donc fois oméga sur c au carré, ce qui nous donne kx fois oméga au carré, oméga p pardon au carré, qui est égal à oméga moins oméga p au carré fois oméga sur c au carré. Là, il y a un carré aussi. Voilà. Donc maintenant, on va développer cette chose-là. Ça vous fait kx fois oméga p au carré est égal à oméga puissance 4 sur, sur c au carré. Pardon. Oméga puissance 4 sur c au carré moins oméga au carré oméga p au carré sur c au carré, qu'on va réécrire simplement sous la forme oméga 4 moins donc le terme quadratique, c'est-à-dire oméga p oméga 4 moins oméga p carré fois oméga carré moins kx fois c au carré oméga p au carré est égal à 0. Voilà, donc ça c'est l'équation qui nous intéressait. Ce genre d'équation, le plus simple, c'est de poser un grand oméga. Grand oméga est égal à petit oméga au carré. Et vous obtenez simplement une équation grand oméga carré moins oméga p carré grand oméga moins kxc au carré oméga p carré est égal à 0. Donc comme d'habitude, vous cherchez le déterminant. C'est égal à b carré moins 4ac. Donc ça vous fait oméga p puissance 4 moins 4 fois 1 fois c. Donc comme il y a un plus, ça vous fait moins 4. Et puis ça vous fait un plus finalement. A, C, K, X, C au carré. Oméga P au carré. Ok. Et vous obtenez vos deux racines en au grand oméga plus ou moins qui est égal à moins B. Donc moins B ça vous fait oméga P carré plus ou moins racine de oméga P 4 plus X KXC au carré oméga P au carré avec ici une racine carrée. Vous avez divisé par 2, divisé par 2. Puis vous avez petit oméga qui est égal à racine de grand oméga. Ok. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? On peut regarder les limites pour 4 en envers 0. D'accord. Donc à ce moment-là, oméga plus. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? Bon, ben, ça tend vers 0. D'accord, ce terme-là étant vers 0, ce terme-là étant vers oméga p au carré. Et là, comme vous avez un plus, ça vous fait 2 oméga p au carré. Donc finalement, ce terme-là étant vers oméga p au carré. Donc, comme c'est la racine qui compte, il tend vers oméga p. Ok. Par contre, le oméga moins, c'est un peu plus compliqué. Parce que si vous regardez ce qui se passe, vous avez ce terme-là qui tend vers 0. Et vous avez un oméga p ici, moins oméga p ici. Donc ça, ces deux termes-là vont s'annuler. Donc vous êtes obligé de faire un petit développement limité en fonction de ce terme-là. Donc vous allez vous faire un truc qui va ressembler à
oméga p carré moins, alors vous êtes obligé de factoriser ici en fonction de kxc, alors c'est l'inverse, le petit terme ça va être le kxc, donc ça va faire en fonction de oméga p puissance 4 facteur de 1 plus kxc au carré oméga p au carré sur oméga p puissance 4. Ok, ça c'est juste. Et vous savez que ça se développe en 1 moins n. Donc ça vous sortez un oméga carré. Et donc ça vous fait un oméga p carré facteur de 1 plus x puissance n, c'est 1 plus nx. Donc ça vous fait 1 plus 1 demi de kxc carré oméga p carré sur oméga oméga p puissance 4. Et donc il nous reste finalement oméga p de l'ordre de pourquoi j'ai oméga p carré ici qui traîne, oui parce que là j'ai oublié que c'est un carré, de l'ordre de oméga p carré moins oméga p carré facteur de 1 plus 1 demi de xc au carré sur oméga p au carré. Voilà, donc ma limite ça doit être à peu près ça. Donc quand je simplifie tout ça, il me reste que oméga p. Donc vous voyez les termes ici en 1 demi moins oméga p s'en vont. Et il me reste un terme qui est de l'ordre de 1 demi de kxc au carré sur oméga p carré. Donc c'est un terme qui décolle quadratiquement en kx carré. Voilà, ça genre de petit développement limité qu'il faut savoir faire. Ok, donc il y en a un qui décolle comme ça et un qui décolle comme ça. Voilà. Donc ça c'était, on verra après graphiquement ce que c'est. Donc ça c'était pour k tendant vers 0. Ok. Maintenant on peut regarder pour k tendant vers l'infini. Alors graphiquement, solution qui tend vers 0 quadratiquement. Ok. Alors on a ici donc pour k tendant vers l'infini. Donc en général, c'est pas trop compliqué, ça, parce que k devient très grand devant tous les autres. Donc pour k tendant vers l'infini, vous avez une relation simple, c'est que vous avez le premier membre qui devient oméga p carré plus kc carré, ben finalement le kc carré domine. Hein. Et puis dans la racine carrée, vous avez aussi quelque chose comme le kc carré plus 4 oméga p kc carré qui va dominer. Donc vous avez ici un terme qui est en kc dominant, mais qui évidemment devient plus petit que le kc carré. Donc c'est un truc qui se comporte en kc carré. Puis la solution oméga moins. Donc c'est un truc qui va être en kc carré. Et puis moins quelque chose qui va être donc sous la racine sous la racine on a un terme qui est en oméga puissance 4 moins 4 kc au carré, donc ça nous fait un terme qui va être en oméga p puissance 4 plus 4 kc au carré. Ok. On voit immédiatement c'est que les kc vont annuler, donc oméga moins, ça se tend vers en fait oméga p au carré. Chez moi ça tend vers oméga p au carré. Voilà. Donc on arrive finalement à ces deux solutions.
que ça donne. Graphiquement, si on les trace, en fait, si vous regardez bien, vous avez alors une solution qui commence à oméga P et une solution qui commence à 0. On a vu qu'il y a une solution qui tend bien vers oméga P. Hein. Quelque chose qui tend vers oméga P de façon plate. Okay. Ça, c'est ce qu'on a vu. Et puis ici, qui se met à monter comme ça, quadratiquement, ici, et qui devient linéaire. Ah oui, il y a quelque chose que je vous ai pas dit quand même, qui est important, c'est que tous ces calculs-là, c'est les calculs de grand oméga que j'ai fait. Donc c'est les calculs de oméga carré. D'accord, c'est pour ça qu'ici on trouve oméga p carré. En fait, c'est linéaire le oméga. D'accord, c'est oméga p au carré, c'est le grand oméga que j'ai calculé. Et puis ici, au contraire, en bas, j'ai quelque chose qui va devenir linéaire ici, et qui va faire comme ça à la fin. Mais ce qui est très important, c'est qu'entre les deux, j'ai un petit espace. J'ai un petit espace qui correspond à l'endroit entre les placements de surface et ici, les placements de volume. Donc quand vous envoyez une onde, d'accord, et bien finalement, elle a deux choses qu'elle peut faire. Soit elle va se coupler au volume, ici, soit elle va se coupler à la surface, ici, soit elle est réfléchie ici. Donc elle peut se coupler dans le volume, d'accord, soit elle va se coupler à la surface, donc elle va déclencher une petite vaguelette d'électrons à la surface, c'est les ondes de déplacement de surface, soit si vraiment elle s'accorde ni à l'un ni à l'autre, si elle est dans un système où vous avez exactement la mauvaise énergie, c'est-à-dire qu'elle arrive entre les placements et les placements sur racine de 2. Donc entre les placements et les placements sur racine de 2, ici, elle peut se coupler à rien. Donc si vous arrivez dans cette petite bande-là d'énergie, poum, elle va repartir. Donc c'est ce qui vous donne sa couleur, entre autres. D'accord ? Donc ce qu'il faut retenir, c'est que dans un métal, dans un solide, la relation de dispersion des ondes peut être, c'est pas cassé, ça peut être beaucoup plus compliqué que ça. Ok ? Parce que là, je vous ai mis oméga... Et là, je vous ai mis cassé. Excusez-moi de ne pas mettre les axes. Donc, la relation de dispersion peut être beaucoup plus compliquée que simplement cassée. Ensuite, à l'interface, vous avez une conservation d'énergie qui prend une forme qui peut être un petit peu particulière parce qu'elle fait intervenir l'indice. Et puis, vous pouvez avoir des bandes interdites, c'est-à-dire des endroits où finalement la lumière ne peut ni entrer et se coupler à aucun mode du solide, aucun mode électronique du solide, aucun mode de vibration du solide pour les électrons, auquel cas elle va être complètement réfléchie. Voilà. Donc en fait, ce qui se passe, c'est quand on rentre dans un solide, on change d'environnement. L'environnement, c'est plus vide, c'est un environnement plus compliqué avec des atomes, etc. Qui a son environnement propre, avec ses modes électromagnétiques propres, c'est un autre univers. Et donc l'onde électromagnétique doit se comporter différemment. Donc soit elle y arrive, elle va se coupler à quelque chose, soit elle n'arrive pas à s'adapter, elle est réfléchie. Donc le solide, c'est un univers nouveau, et c'est pour ça que les comportements vont être complètement nouveaux. Voilà, je vous remercie.